Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on parlait enfin de la banalisation de la violence ordinaire que notre société inflige aux enfants, souvent sans même s'en rendre compte. Dans ce nouvel épisode de cette série avec Éric Delomar, défenseur des enfants, on va aborder un ensemble de sujets sensibles, parfois tabous, mais qui méritent toute notre attention. Si tu ne connais pas encore son rôle ni celui de la défenseur des droits, je te recommande d'écouter l'épisode 104 où nous en avons posé des bases. Aujourd'hui, on parle d'une violence sourde, mais bien réelle, celle qui s'exprime dans les discours publics, dans les médias, dans nos habitudes numériques aussi. Des responsables politiques incitent à frapper les enfants, des décisions de justice remettent en cause l'interdiction des violences dites éducatives ordinaires, et certains médias n'hésitent pas à promouvoir la parole qui consiste à dire qu'on peut exclure les enfants de certains lieux publics comme si leur présence était un problème. On explore aussi un autre sujet crucial, la place des enfants sur les réseaux sociaux. Faut-il les invisibiliser ? Comment protéger leur intimité sans les effacer de la vie publique et numérique ? Et quel rôle les adultes doivent-ils jouer dans cet espace numérique où la frontière entre vie privée et exposition devient floue ? Avec Éric Delomar, on revient sur la loi du 10 juillet 2019, la manière dont elle est appliquée ou pas, et ce qu'il faudrait changer pour que l'exemplarité des institutions devienne une réalité. On parle aussi des liens entre infantilisation, violence dite éducative et discrimination. Bref, un épisode dense, engagé, qui pousse à réfléchir et on espère à agir. Si ce que tu entends t'interpelle, n'hésite pas à t'abonner, noter, commenter sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux aussi suivre Papatriarcat sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn. Et si tu veux soutenir ce travail, rejoins Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes en avance, sans publicité et avec plus de 80 bonus disponibles. Les liens sont en description. On commence avec cette première question. Éric Delomar. Aujourd'hui dans les médias, on entend ouvertement des responsables politiques inciter à frapper les enfants, comme par exemple un préfet qui dit « la méthode c'est de claquer au lit », ou encore le maire de Béziers qui incite à frapper les enfants et déclare qu'il s'en fout de la loi. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la perception des violences dites éducatives ordinaires en France ? Je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes dans une période assez inquiétante où on a le sentiment, enfin plus que le sentiment, la réalité le montre, que ces acquis en matière de progrès, c'est-à-dire de droit, c'était au fond, parce que nous faisons 50 cm de plus, nous pesons 50 kg de plus, nous serions légitimés à se servir de la violence, de la force physique pour éduquer. C'est ce retour-là dont on pensait, en tout cas au niveau des politiques, qui avait été, avec la loi de juillet 2019, quand même un acquis qu'on espérait, pour lequel alors il était loin, encore une fois, d'être suffisant, puisque cette loi de juillet, elle ne prévoyait pas de sanctions. Mais nous, par exemple, avec la défenseur des droits, on souhaite toujours d'ailleurs que cette loi qui est intégrée dans le code civil soit dans le code de la santé, dans le code de l'éducation, dans le code de l'action sociale et des familles, dans le code du sport. C'est-à-dire que les institutions s'appliquent cette exemplarité. Et là, vous le dites très bien, on est dans une période qui confond tout. On confond autorité avec autoritarisme, éducation et dressage. On est dans une période qui, dans cette période de crise, mais qui n'est pas sociologiquement, je dirais, les sociologues connaissent bien, les anthropologues aussi, c'est régulièrement dans l'histoire, dans les périodes de crise, eh bien, on assiste à ce repli sur soi, et notamment les premières victimes sont toujours les violences. C'est-à-dire que la société reproche aux enfants d'être de plus en plus violents, alors qu'elle n'a jamais été dans ses propos aussi violente à nouveau, quoi. Elle revient dans cette période-là. Enfin, l'exemple, c'est le débat aujourd'hui sur la délinquance des mineurs. La délinquance des mineurs depuis 1990, il y avait une hausse, mais elle a rebaissé depuis 2010, mais c'est surtout elle baisse dans la proportion totale de la délinquance. Pourquoi voulez-vous que les enfants fassent mieux que les adultes ? L'exemplarité, elle est où ? C'est-à-dire que la délinquance des adultes augmente plus que la délinquance des enfants. Alors bien entendu, que les passages à l'acte nous inquiètent et que les passages à l'acte nous invitent encore une fois, à, je dirais, contenir au sens tenir ensemble, et pas être violent. Ces passages à l'acte, il faut qu'on s'interroge sur les causes. Et c'est ça aujourd'hui, donc on est dans des débats qui partent très vite, très radicaux, où on oppose l'éducation positive à cette éducation, ce retour-là, alors qu'on confond tout, quoi.
Bien sûr qu'il faut dire non, c'est structurant le non, dire non à un enfant. Il y a une différence de prendre dans les bras un enfant de 4 ans en le serrant très fort, et même si on crie parce qu'il allait traverser la route et on avait peur pour lui, que de le frapper parce qu'il allait traverser la route. C'est-à-dire l'enjeu autour des violences, alors qu'on sait, les scientifiques, les neurosciences, les spécialistes de la petite enfance nous disent très bien que ça impacte la question de la confiance en soi, ça impacte la condition, le rapport à l'échec, l'essai-erreur, la prise de risque. Puis on est dans une société qui exploite de plus en plus les mineurs comme des objets. On pourrait parler du narcotrafic sur le lit de la grande pauvreté dans certaines banlieues ou de la prostitution des mineurs. Donc on est dans une société qui, plutôt que de comprendre ce qui se passe, pénalise. Et ça déculpabilise les adultes sur le fait, allez-y, frappez, humiliez. Ce qui m'inquiète, c'est que des gens aillent dans les médias sans apporter de nuances, à la fois objectifs sur les chiffres et à la fois sur, attention, mettons-nous d'abord d'accord sur les mots. C'est quoi faire preuve d'autorité? Et là, il n'y a personne, Et donc, on renvoie l'autre à son incompétence parce qu'il n'est pas de la même obédience. Donc, on est dans une guerre comme ça qui, avec les enfants qui sont totalement instrumentalisés. Donc oui, c'est une époque particulièrement inquiétante. On devrait être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus prudent. On a une baisse de la démographie. Il faut être prudent. Il y a plein de raisons sur la baisse de la démographie, sur les enjeux, sur l'éco-anxiété, sur les phénomènes mondiaux, les guerres, la peur du déclassement, etc. On est en train de créer une culpabilisation des jeunes adultes à devenir parents, Oh là là, si c'est pour... on est dans une anticipation anxieuse plutôt que créative d'avoir des enfants. Et on continue de dire il faut mettre en prison, il faut frapper, il faut... Alors que si la délinquance n'était que chez les mineurs et chez les pauvres, ça se saurait. Vous parliez de comprendre les causes sous-jacentes. Je me permets de souligner qu'on constate aussi que plus les inégalités sont grandes dans la société, et on le voit aussi chez nos voisins, je pense aussi aux États-Unis, justement, plus la délinquance augmente. Enfin, c'est quand même le fruit de la pauvreté et des inégalités, quand même, ce sujet-là. Et en effet, la seule réponse qu'on apporte aujourd'hui, c'est une réponse répressive. C'est quand même un peu inquiétant de se dire que des personnes qui sont en situation de responsabilité n'ont pas cette prise de recul. C'est une évidence. Si, par exemple, un exemple comme Mayotte, si il y a de réels enjeux migratoires, il y a une vraie délinquance de survie. C'est-à-dire quand vous avez entre 10 et 15 000 enfants déscolarisés sur 350 000 habitants, vous imaginez ce ratio sur 65 millions de métropolitains? On aurait combien? 2-3 millions d'enfants dans la rue? Ce serait la barbarie. 1882, l'école publique obligatoire, on en garde un souvenir en se disant c'est super d'éduquer nos enfants, de les faire accéder à l'apprentissage, mais on oublie surtout qu'à l'époque, c'était aussi pour sortir les enfants de toutes les formes d'exploitation. La rue, l'exploitation sexuelle, le travail, etc. Donc on a ces enjeux sociétaux qui peuvent aussi créer de la barbarie. Et ça, bien entendu qu'individuellement, il faut avoir des réponses. Mais si on ne s'attaque pas aux causes, alors c'est sûr, les causes, politiquement, ça nécessite 10, 15, 20 ans. C'est plus qu'un mandat politique. Ça, c'est une évidence. Au moins, il y a de la constance, vous allez me dire, chez les défenseurs des enfants, puisque je suis le 5e depuis 2000, et il y a au moins une constance sur ces enjeux-là. Et encore une fois, ce que je le dis en regardant l'état de notre droit. Le droit a toujours suivi l'évolution scientifique, le contrat social. Ça, c'est fondamental. Et nous rappelons ça, le droit international, et qu'on remet largement en cause aujourd'hui, parce qu'on voudrait pouvoir continuer d'être dans cette société patriarcale, violente, Alors justement, en parlant de droit, d'évolution et des choses qui peuvent revenir, avec la loi de 2019, du 11 juillet 2019, on s'était permis de se dire que le droit de correction avait disparu de notre paysage juridique. Et il se trouve que la Cour d'appel de Metz a récemment réhabilité un droit de correction, alors je fais des guillemets avec mes doigts pour les gens qui nous écoutent, un droit de correction des parents. Que signifie cette décision et en quoi est-ce qu'elle est problématique pour la protection des enfants? Je ne commenterai pas une décision de droit, mais je dirais que la défenseure, comme c'est dans l'émission du défenseur des droits, a fait des observations, puisque vous savez que c'est au niveau de la Cour de cassation, et donc nous avons fait des observations en justice, c'est prévu par la loi. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, puisque l'affaire est en cours. Mais c'est vrai que lorsqu'on a tous lu l'arrêt de la Cour d'appel, nous nous sommes dit, mais au fond, cette remise en question, ce retour du droit de correction vient au fond suspendre. C'est sans fondement légal presque, on se dirait, mais non, mais il y a la loi de juillet 2019 qui dit que l'éducation s'exerce sans violence, sans humiliation, sans violence psychologique, etc.
Donc elle nous a énormément surpris. Je crois fondamentalement qu'elle a surpris la majorité des magistrats, une grande majorité des magistrats et des professionnels du droit, des juristes. Mais elle vient un petit peu comme ça en écho de la société dans laquelle nous vivons, hein, et que vous avez très bien traduit dans vos premiers échanges. Et c'est là où c'est un peu inquiétant, quoi. S'il faut se battre contre les siens, ça fait un peu beaucoup. La loi de juillet 2019, encore une fois, elle vient ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire une éducation, une autorité, sans violence, les progrès sociaux. Hein. On a eu ces débats-là, on les a encore auprès des violences à l'encontre des femmes, très justement. Et maintenant, il faut continuer à se battre pour que les enfants, encore une fois, qui n'ont pas les moyens de se défendre, face à des adultes qui font 50 kilos de plus qu'eux, qui peuvent utiliser... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Moi, je fais 70 kilos. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 90 aurait le droit d'utiliser la force parce que je serais en désaccord avec lui, ou parce que... Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'employer cette force-là au nom de l'éducation ? Vous avez des adultes qui sont très mal éduqués. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est assez incompréhensible, encore une fois, mais c'est un sujet qui, encore une fois, met le couvercle sur une chape de plomb, quoi, parce que c'est dire, voilà... Bon, les adultes, vous avez déjà plein de pression, vous avez le travail, vous avez la précarité, vous avez plein de choses, vous avez la fatigue après le travail, etc. Vous avez aussi, les adultes ont des vies parfois difficiles sur le plan affectif, etc., familial. Et là, on vient dire, bon, là-dessus, c'est pas grave, continuez, quoi. On va pas continuer à voilà. Donc le message est médiatique, politique. Alors ça dépend encore une fois des médias qu'on écoute, mais c'est assez inquiétant que la violence, elle nous dit beaucoup des progrès qui nous restent à faire, alors que les progrès technologiques vont très vite, mais les progrès en matière de droits de l'homme ne suivent pas. Alors, un autre sujet, toujours médiatique, concernant les enfants et leur présence dans les milieux. Certains médias et personnalités qui s'expriment dans les médias militent pour interdire les enfants dans certains lieux publics, notamment dans les restaurants. Alors, est-ce que c'est pas encore une fois une nouvelle forme de discrimination ? Comment devrait-on mieux encadrer ces discours, et si oui, comment ? Écoutez, là, on est encore dans quelque chose, dans un phénomène qui est très bien décrit, par exemple, par Leïla Benoît, quand elle utilise à juste titre les termes d'infantisme. Alors, moi, j'utilise aujourd'hui à la fois ce dont on parle aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire à la fois les discriminations dues à l'âge, cumulées aux violences éducatives ordinaires. Et les deux font sans doute ce que Leïla Benoît et d'autres appellent depuis longtemps l'infantisme, c'est-à-dire, au fond, cette discrimination envers les enfants simplement parce qu'ils sont enfants. Et d'ailleurs, très bien aussi accompagné de termes, puisqu'il ne vous a pas échappé que lorsqu'on veut discréditer l'enfance, on parle de mineurs. Mineurs étrangers, mineurs délinquants, mineurs placés. On n'emmène pas notre mineur à l'école, on emmène notre enfant à l'école, on emmène notre adolescent à la rigueur à l'école. Et je crois qu'en plus, elle vient dire les enfants sont un obstacle à la créativité des adultes, à la carrière des adultes, à la liberté des adultes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde auto-centré, alors que justement tout l'environnement, les enjeux autour du vivre ensemble nécessitent ces enjeux de solidarité et solidarité intergénérationnelle, encore une fois. Donc on est dans quelque chose là d'auto-centré, d'ethnocentré chez les adultes, qui est assez inquiétant. Et encore une fois, quand c'est dit par des gens qui ont pignon sur rue, c'est d'autant plus déplorable. On a, qui me revient, cette proposition de loi de Laurence Rossignol, qu'elle avait proposée, soumise au Sénat, il me semble, le 20 novembre dernier, une date importante, où elle parle de créer un délit d'apologie de violence faite aux enfants, comme ça existe pour le terrorisme, etc. Ça pourrait peut-être être une piste, même si, bon, moi je suis jamais fan de sanctionner les gens, mais à un moment, si on veut bien protéger les discours, est-ce que ça pourrait être une idée intéressante ? Je crois que la responsabilité d'un État, c'est d'abord de s'appliquer dans ses politiques publiques les enjeux de protection. C'est-à-dire, appliquons ce qui est écrit dans le Code de la santé, dans le Code de l'éducation, etc. Et encore une fois, le législateur aurait pu décider de la loi de juillet 2019 dans le Code civil, de l'écrire comme ça dans tous les autres codes où on s'occupe d'enfants. Encore une fois, je le répète, Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé, Code du sport, de l'éducation, etc. Donc il y a cette exemplarité-là. Et après, de créer vraiment une autre culture. C'est-à-dire qu'on connaît les violences, les conséquences des violences faites aux enfants, sur leurs apprentissages, sur leur confiance en eux. On sait bien que si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants, la société irait mieux. Et que ça, il y a un vrai enjeu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes court-circuité, vous l'avez rappelé, en permanence par des prises de position de hauts fonctionnaires, voire d'élus, qui prônent. Mais vous imaginez s'ils disaient la même chose
sur, allons frapper nos aînés dans les EHPAD parce qu'ils ne respectent pas les consignes, continuons les violences conjugales à l'endroit majoritairement des femmes. Vous imaginez le scandale. Et pour les enfants, aujourd'hui, on s'offusque à juste titre de la violence contre les animaux. Par contre, on peut, comme ça, dire on peut frapper nos enfants. C'est quand même incroyable, quoi. Et ça, me semble-t-il, c'est d'abord ça qu'il faut. Il faut donner l'exemple là où on a 12 millions d'élèves, dans tous les codes, vraiment, dans tous les endroits, dans la petite enfance, vraiment. Et ça, comment on fait ça ? Par la culture, par l'éducation et la formation, et par l'exemplarité. Et ça, c'est fondamental. On le voit bien qu'aujourd'hui, on a un enjeu pas tant de nouvelles lois que d'appliquer les lois. La protection de l'enfance en est l'exemple type. 2007, 2016, 2022, on a des lois, projet pour l'enfant, 20% des départements l'appliquent. La santé des enfants protégés, à peine 30% des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ont un véritable accès à la santé. Donc on voit bien que nous n'appliquons pas les lois, et notamment en matière d'enfants. Appliquons les lois et après on en reparle. Alors un autre sujet, un sujet très sensible dans parentalité, sur les réseaux, dans les médias. On va se parler de l'image des enfants sur les réseaux sociaux. On avait déjà un petit peu évoqué le sujet dans l'épisode 104 où, par ailleurs, donc j'invite les parents qui nous écoutent à aller l'écouter puisque moi-même, grâce à vos remarques, j'avais vraiment modifié mes habitudes pour le respect de la vie privée, notamment sur le fait de ne pas pouvoir être identifié en direct où on est. Ça peut paraître évident, mais en fait, pas toujours. Et les questions que je vous posais font suite à des échanges que j'ai pu avoir aussi avec des militants de droits de l'enfant, d'associations, etc. et qui m'ont fait des remarques qui m'ont interpellé. Et donc, je me suis dit que ça pourrait faire des questions intéressantes. Aujourd'hui, certains parents choisissent de supprimer totalement leur enfant de l'espace numérique pour éviter tout risque. Alors, est-ce que c'est pas aussi une forme d'invisibilisation de l'enfant, de ce nouvel espace qu'est l'espace numérique ? Et que pourrait-on faire pour garantir la protection de ces enfants sans pour autant effacer leur existence ? Je crois que, là encore une fois, il faut faire preuve de bon sens, même si le bon sens ne suffit pas et que souvent, au nom du bon sens, on fait parfois des bêtises. Mais nous n'avons jamais freiné les progrès au prétexte qu'il fallait lutter contre les effets néfastes de ces mêmes progrès. C'est-à-dire qu'il faut accompagner le progrès. Et comment on accompagne le progrès ? On accompagne le progrès par la culture, l'éducation, la formation et l'exemplarité. Ça veut dire que, je rappelle que ces générations d'enfants qui sont nés avec un portable et qui ont toute leur vie privée sur ce portable ont en face d'eux des adultes qui encore, même si c'est moins vrai, mais des adultes qui n'ont pas eu d'enfance avec ces portables et qui consomment autant, voire plus de portables que leurs enfants. Et on le voit bien, au sein même de couples ou d'amis, on peut se retrouver au restaurant et chacun sur son portable. Donc on voit bien que les questions, là, d'exemplarité, méritent quand même qu'on se pose 2 minutes. Maintenant, je crois que ça pose la crainte que moi je comprends pour les adultes, c'est la méconnaissance de la technologie et de ces appareils. Bien entendu, je crois qu'il faut dire aux parents, voilà, pas d'écran avant 3 ans, c'est le consensus. De 3 à 6 ans, attention, à quel moment, combien de temps, pourquoi faire ? C'est exactement, je me souviens quand on s'était vu, et on avait beaucoup évoqué les enjeux de vie privée. Le respect de l'intimité des enfants, l'enfant qui naît, qui vient d'arriver, et qui arrive à la maison, et qui va peut-être au début dormir dans la chambre de son parent ou de ses parents, ou avoir sa propre chambre avec la porte ouverte, la lumière allumée, etc. Et puis quand l'enfant grandit, à un moment donné, il dit non, mais moi je suis grand, je veux éteindre la lumière maintenant, et puis je veux fermer la porte. Oh là, parfois ça inquiète un peu les parents. Et puis après, quand l'enfant arrive dans la préadolescence, ou même un peu avant, il va vouloir faire ce qu'il veut dans sa chambre. Et donc on va devoir se mettre d'accord sur qui j'ai le droit d'inviter dans ma chambre, à quelle heure et pourquoi faire. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, c'est l'espace d'imagination indispensable à la création, à la confiance en soi, à vraiment, je dis souvent que plus les enfants jouent et plus ils imaginent, plus ils iront bien une fois adultes. Eh bien c'est pareil pour le numérique. Il faut dire, voilà, quand est-ce que tu peux utiliser le numérique, pourquoi faire. C'est-à-dire les contrôles parentaux, on ne les met pas quand les enfants ont 15 ans, on les met petits. Ça, c'est indispensable. Donc ça nécessite vraiment... Alors, on est dans une génération avec des effets collatéraux qui est éduqué, on a des petits, des ados qui, voilà, on peut escompter que, on l'espère qu'en tant qu'adultes, ils connaîtront. Beaucoup d'ados, d'ailleurs, s'en protègent maintenant, quand même. Par contre, c'est l'environnement autour. On ne mange pas ensemble, on est sur sa tablette en mangeant, on ne fait plus d'autres choses ensemble. Alors, dans d'autres contextes, par exemple, il y avait une étude qui montrait que les enfants qui avaient les meilleures notes à l'école, c'est les enfants qui étaient aussi à l'aise sur le numérique. C'est-à-dire que, mais en fait, quand on regardait leur vie, elle était assez
dense. Ils faisaient du sport, ils faisaient des activités, ils étaient dans la relation, dans l'altérité, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Maintenant, interdire pour interdire, enfin, on le sait depuis la nuit des temps, c'est la meilleure façon pour que les enfants fassent pas vu, pas pris, et que les parents ignorent. Puisque par définition, le parent dit « je veux pas voir ». Je t'interdis, donc je veux pas voir. Donc ça veut dire que ça ne laisse aucune marge d'erreur. Donc là, non, il faut aller par contre sur un apprentissage évolutif, même si c'est compliqué, et notamment, c'est compliqué quand on est une famille monoparentale et qu'on a plusieurs enfants et qu'il faut s'occuper. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, quand on mettait dans les années 80 son enfant devant la télé avant d'aller à l'école parce qu'on s'occupait des plus petits, on maîtrisait la chaîne, il y en avait 3, il y en avait 4, il y en avait 5, il y en avait 6. Maintenant, c'est la surconsommation et on peut avoir accès à tout et n'importe quoi, et c'est ça aussi. Et donc là, il y a aussi un enjeu des politiques publiques, et je pense notamment, il y a énormément de peur aussi, je pense notamment à la cybercriminalité, où là, on ne protège pas suffisamment nos enfants, puisque je rappelle que si vous ou moi, on souhaite faire un pari en ligne, eh bien, on va payer, et puis on va demander notre identité. Pour la prostitution, c'est quand même incroyable. Pareil pour la vente d'alcool. Voilà. Donc on a, au nom de la liberté des adultes, qui est principalement la liberté des hommes d'ailleurs, puisque c'est majoritairement, très 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 majoritairement eux qui vont sur les sites pornographiques, eh bien on ne devrait pas protéger nos enfants. Enfin, c'est une aberration, quoi. C'est une aberration totale. Merci pour cette réponse qui est sous l'angle du coup de l'utilisation par les enfants des réseaux. Il y a un autre angle qui m'intéresse sur cette question, c'est justement sur quand ce sont les adultes qui mettent des photos d'enfants sur les réseaux sociaux. Là, pareil, est-ce que c'est une zone sûrement un petit peu délicate et sensible, puisque bien entendu qu'il y a le respect de la vie privée, du consentement de l'enfant à être exposé ou non. Mais du coup, est-ce que on a beaucoup entendu parler des chiffres, du nombre de photos chez les pédocriminels qui viennent des réseaux sociaux, etc., et qui sont incontestables? Est-ce qu'on doit tout interdire de la présence des enfants sur les réseaux sociaux? Et donc invisibiliser aussi cette présence des enfants dans la vie familiale ou autre? Ou bien est-ce qu'on doit aussi éduquer, former peut-être les parents à qu'est-ce qui est vraiment dangereux, qu'est-ce qui est très sensible ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment là du coup interdire? Je crois que l'interdiction avant 13 ans avec l'accord de l'autorité parentale me paraît un compromis équilibré. Maintenant, il n'y a pas un contrôleur dans chaque maison et dans chaque chambre quasiment, et fort heureusement. Je crois qu'on ne peut pas, par contre, vous avez tout à fait raison, éduquer les enfants sans le risque, sans évoquer le risque. C'est vrai que la pédocriminalité se sert beaucoup de la somme des photos. C'est l'Office mineur qui le dit, sont plein de spécialistes qui le disent, et que donc on doit toujours être vigilant. Il faut dire aux enfants que ce que vous considérez comme votre deuxième pot, ce téléphone portable, eh bien qu'il soit à vous, il ne vous appartient pas totalement, puisque dès que vous mettez une image, elle se perd dans l'espace. Mais justement, avant ça, quand c'est les parents qui postent les photos des enfants, c'est attirer l'attention des parents sur cela aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens, nous avions ensemble évoqué l'évolution sur les 30-40 dernières années où on se retrouvait en repas de famille le dimanche et on regardait l'album familial avec les photos où il y avait que les gens en présentiel, les parents, papy, mamie, les oncles, les tantes, les parrains, etc. Enfin, ce qui était une société qui a beaucoup évolué, les configurations familiales. Aujourd'hui, on a effectivement je me souviens d'une jeune fille de 8 ans qui disait « Mais est-ce que vous pouvez dire à mes parents d'arrêter de mettre les photos de cet été où j'étais en maillot de bain sur WhatsApp, quoi, ne serait-ce que sur WhatsApp, où on partage ». C'est-à-dire que les enfants, ils ont bien compris protéger son corps. Ils l'ont bien compris, protéger son corps, ne pas montrer. Mais on a le sentiment encore que pour certains adultes, le corps des enfants leur appartient. Ça, c'est le droit à l'image, c'est un droit fondamental. Alors bien entendu, là encore, la société, c'est les parents qui sont détenteurs du droit à l'image de leur enfant. Là, je crois qu'il faut réfléchir aussi à... il faut l'accord de l'enfant. Il faut l'accord de l'enfant, pas uniquement l'accord du parent, me semble-t-il. Ça me paraîtrait une évolution. On a tous le droit à l'intimité, on a tous le droit à la déconnexion, on a tous le droit... Pour vivre heureux, vivons cachés, on a aussi cette possibilité-là. Et on a, bien entendu, malheureusement, ces enfants on le voit à certaines émissions à la télé, des stars, apparemment, c'est comme ça qu'on les appelle, je ne sais pas si... Célèbres, en tout cas. En tout cas, célèbres. Alors, moi, je ne les connais pas, mais j'imagine qu'elles le sont, pour avoir été témoin, pour avoir regardé. Voilà, se mettre en démonstration, comme ça, devant tout le monde, leur enfant, dès le réveil, le matin, quoi. Bien sûr. Je me dis, mais comment ces enfants vont vivre ça dans 8 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, etc., alors qu'ils n'ont pas eu le choix, quoi. C'est-à-dire que là, ça, c'est un vrai enjeu. Je pense que beaucoup de parents
et j'en suis, font très attention. Mais c'est ce que vous disiez, à tel point qu'ils font attention, qu'ils sont dans une anticipation anxieuse en interdisant aussi un certain nombre d'outils numériques à leurs enfants. Et dans une société avec un sentiment d'insécurité très fort et qui est rappelé tous les jours quotidiennement, eh bien, et dans une société qui radicalise tous ces propos, eh bien, on fait le choix d'interdire. On comprend pas, on interdit, et puis c'est plus facile. Enfin, ça prend moins de temps d'interdire que d'éduquer. Oui, parce que c'est aussi le sens de ma question, parce qu'en effet, quand on voit les reportages sur les images des enfants, notamment avec les réseaux pédocriminels et tout, et que les exemples qui sont pris, je pense au dernier reportage que j'ai vu pour me challenger moi-même sur la question, mais c'était une personne influenceuse qui a plus de 4 millions d'abonnés, qui filme son enfant, comme vous dites, du réveil, mais jusqu'au coucher, H24. Il y a cet exemple de l'enfant qui est en maillot de bain. Est-ce qu'on doit vraiment se dire que le respect du droit de l'image de l'enfant et de la vie privée, c'est 0 image des enfants sur les réseaux sociaux tant qu'ils ne sont pas en âge de les utiliser, par exemple? Ou est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quand même des bonnes pratiques pour partager, échanger? Et ça pose aussi, comme vous le disiez dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, c'est à qui ça fait plaisir? Ça, c'est une vraie question aussi. Donc, ou est-ce qu'on se dit vraiment, voilà, le droit de l'enfant, c'est tant que l'enfant ne peut pas exprimer, non, on n'affiche pas. Alors, je crois qu'il y a l'enjeu autour des concepts, même des concepts, plus que les concepts, du consentement et du discernement. Et donc, on a des enfants qui ont des âges différents et on est dans une société qui n'a pas beaucoup aidé puisque nous avons décidé d'âge de discernement totalement disparates. Pour consentir à sa propre adoption, c'est 12 ans. Consentir à la possibilité de se créer en association, c'est 16 ans. La possibilité de se faire vacciner sans l'accord de ses parents, on l'a vu pendant le Covid, c'est 16 ans. Le droit d'avoir des relations sexuelles, c'est 15 ans. En dessous de 15 ans, c'est une infraction. Il y a un écart d'âge toléré par la loi pour pas pénaliser les relations entre adolescents, mais on a comme ça la responsabilité pénale, c'est 13 ans, mais c'est pas irréfragable. On peut mettre en retenue comme ça pendant 12 heures renouvelables des enfants au commissariat. Donc on a créé comme ça des âges, ce qui fait qu'on ne prend pas le temps de dire mais cet enfant, est-ce qu'il est discernant et consentant? Moi, je vois très bien pour discuter il y a des enfants de 4 ans, 5 ans qui sont capables de vous dire très vite, oui, papa, il a frappé maman. Et puis, par contre, si vous dites à un enfant, tu vois, oui, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, il y a beaucoup de soleil. Tu vois, quand tu regardes le soleil, tu regardes le passé parce que à la vitesse de la lumière, pour faire 150 millions de kilomètres, la lumière met 8 minutes à arriver. Là, Cédric, je vous ai peut-être perdu déjà. Mais imaginez que pour des enfants, donc ça veut dire quoi? On peut être discernant sur un sujet et pas sur un autre. Donc, je crois que c'est par l'éducation qu'on voit si l'enfant est capable de mesurer. D'ailleurs, on est surpris. Beaucoup d'enfants, quand on les a écoutés, nous, sur la vie privée, ils ont d'abord rappelé l'interdit. Et sur le numérique, ils ont très vite rappelé les interdits, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui se moquent, le cyberharcèlement, etc. Donc ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de fondamental, de prendre le temps d'échanger. Maintenant, vous et moi, on demande l'autorisation de l'un et de l'autre pour le droit à l'image, par exemple. Alors, voilà. Lorsque vous prenez, si vous partez en week-end, en repas de famille ou avec des amis, prenez une photo, vous dites, tiens, mesdames, messieurs, est-ce qu'on la met sur les réseaux? Quel réseau? Ben non, moi je préfère pas, ou je vais pas sur la photo, etc. On devrait pouvoir, me semble-t-il, à minima, faire la même chose pour les enfants. Alors, il peut y avoir aussi des exceptions, et je pense notamment à ce qui peut rentrer dans les loisirs, l'éducation, les activités de groupe, où là, on a des actions valorisées, même si on a toujours... D'ailleurs, c'est souvent les parents, des parents qui disent non, moi je veux flouter mon enfant, je veux que l'image soit floutée, etc. Mais ne nous privons pas de ces débats fondamentaux. L'enfant est un être de droit, c'est pas un objet de droit, il nous appartient pas. C'est pas parce que le droit dit le droit à l'image, c'est moi qui le donne en tant que détenteur de l'autorité parentale, que l'enfant n'a pas quelque chose à en dire. Et dans le doute, il faut parfois s'abstenir. Et vous verrez que les enfants, au bout d'un moment, diront bah je veux bien tenter. Mais on a aussi des enfants qui ont été livrés comme ça sur les réseaux qui le vivent très très mal. Donc, non mais complètement. Donc je pense que posons-nous les questions de savoir comment on aurait fait entre nous. C'est un endroit de débat, quoi. C'est un endroit de débat, un endroit qui doit prendre la fragilité. Et donc, comment voulez-vous vous protéger de ce que vous ignorez? L'éducation, c'est d'abord envisager, c'est se projeter, augmenter les connaissances, voilà, et dire, dans le doute, je m'abstiens, on en reparle. Maintenant... Moi, je sais que dans ce débat-là, après, il y a eu deux éléments qui m'ont interpellé. Le premier, c'est que, pour en avoir parlé avec mes amis et tout, ce qui les a surpris, c'est que, moi, ma fille, de manière très, très éparse, on peut la voir sur les réseaux sociaux, voilà. De manière très anodine, en tout cas très rare. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'en ai parlé avec des gens, ce qui a surpris les gens, c'est que je leur ai dit, de toute façon, moi je lui demande
Enfin, si je peux poster, est-ce qu'elle va comprendre? Non. Est-ce que moi déjà je comprends bien? Pas trop. Mais surtout, le truc, c'est que moi, mes enfants, enfin en tout cas ma fille, depuis qu'elle s'est parlée, je lui demande pour la prendre en photo. C'est-à-dire même dans le cadre strictement privé. Et ça a vraiment beaucoup plus choqué les gens, par exemple. Et pourquoi tu lui demandes son avis pour la prendre en photo? C'est l'enfant. Ben oui, mais attends, on pourrait débattre du fait de la mettre sur les réseaux ou pas, mais en fait, de la prendre en photo ou pas, là parce que je suis son parent, il n'y a plus d'avis à donner. Ça, c'est le premier point. Et le second point, vous évoquiez WhatsApp. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'on parle beaucoup de la pédocriminalité, des gens qui vont choper des photos, qui vont faire peut-être des choses horribles dans leur cave, mais qui vont jamais croiser nos enfants, ce qui reste horrible, dont il faut les protéger, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on n'évoque pas le fait qu'en fait, dans un groupe WhatsApp, on sait que les agressions sexuelles sur mineurs ont lieu à 90% dans le cercle familial et proche, mais on livre dans ces groupes WhatsApp potentiellement là où le danger peut être. Et ça, on n'en a pas conscience et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tabou que le fait de parler des enfants sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le sujet de toutes les violences et l'enjeu des violences faites aux enfants, c'est les enfants nous appartiennent, le corps des enfants nous appartient, enfin ça c'est le sentiment d'un certain nombre d'adultes déviants, et en plus je profite de leur incapacité à se défendre. Et ça, c'est vraiment la non-reconnaissance de l'enfant, sujet de droit, mais de l'enfant comme un alter ego, c'est-à-dire un autre soi, c'est-à-dire qui a les mêmes droits humains que vous et moi, mais un autre que soi qui a le droit à la différence. Mais ces adultes-là considèrent que la différence, elle est réductible à leur taille et à leur poids et à leur force, et que donc, ils ont le pouvoir. C'est une forme de discrimination totalement. Et ça, c'est ce changement de culture-là qui fait qu'il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière par rapport à un adulte. Quand on entend les adultes victimes de violences sexuelles, déjà les enjeux autour de l'emprise, on imagine sur un enfant. Donc effectivement, la protection, ce que nous a appris la Civise notamment, c'est l'ampleur du phénomène. Et que donc, ça nécessite plus que jamais, pas d'interdire, ça nécessite de protéger et de demander le consentement, s'assurer du discernement des enfants pour qu'ils consentent à ce droit à l'image. Mais c'est pas plus ni moins que ce que vous et moi exigeons tous les jours dans notre vie privée ou vie professionnelle. C'est fondamental. On ne peut pas exposer des enfants à des situations qu'ils ne vont pas connaître. Parce qu'un enfant qui voit quelque chose de très joli sur un écran va dire moi aussi je vais en être. Parce qu'on lui a montré de manière très pulsionnelle comme ça, très archaïque, au fond, voilà ce que c'est que la beauté, voilà ce que c'est que la prestance, soi-disant, voilà ce que c'est que d'être célèbre ou voilà. Non, c'est pas ça. Et ça fait des dégâts fondamentaux. Moi, je préfère, à la rigueur, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on valorise des actions de groupe, qu'on valorise des enfants, qu'on dise par exemple dans la classe, dans le centre aéré, on a fait une activité, cette activité, elle est sur une adresse que chacun, voilà, et je vous invite à, bien entendu, à la fois à la garder pour vous, on peut très bien inviter, mais à demander aussi à vos enfants, voilà. Et ça, alors certains diront, oh là là, c'est une entrave, une intrusion dans l'autorité parentale. Non, c'est aussi comme ça qu'on éduque les parents en disant et qu'on apprend à limiter les risques. Parce que sinon, d'un autre côté, on va avoir une absence comme ça de sécurisation, puis à d'autres, on va interdire pour interdire. Et on sait ce que ça produit aussi. Voilà, moi je compte beaucoup sur les ados aujourd'hui, parce que dans l'exemple que vous preniez sur les photos, d'ailleurs, regardez, pour beaucoup d'ados, les prendre sans leur demander, c'est une agression. Eux veulent bien faire des selfies avec qui ils veulent, mais si vous les prenez à leur insu, ah oui, c'est une intrusion dans leur intimité. C'est comme si vous rentriez le soir dans la chambre de votre ado sans frapper ou dans la salle de bain. C'est une intrusion. Il faut en avoir la perception, il faut comprendre ça. Mais c'est pas plus ni moins ce que nous, chacun d'entre nous, ressentons lorsqu'on on prendrait à notre insu ou sans nous demander notre avis une photo de nous dans un espace privé, quoi. Merci. Merci à vous, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.